va donc enchaîner sur cette deuxième table ronde qui s'intitule Nouvelles pratiques. Oui. Pardon. Évolution du métier, maîtrise d'œuvre traditionnelle, on l'a vu tout à l'heure, et on constate que dans cette maîtrise d'œuvre traditionnelle, il y a quand même de la diversité dans la façon de pratiquer, parce que la taille des agences ou le contexte dans lequel on exerce, effectivement, est différent. Et ce soir, nous avons donc 4 invités, que je remercie, qui vont, eux, du coup, nous présenter de nouvelles pratiques. C'est-à-dire qu'on se rend compte que finalement, ce métier peut s'exercer de multiples façons. Et au-delà même de la méthode, on va dire, traditionnelle, on a parlé tout à l'heure un peu de la socialisation de cette profession, d'une forme de démocratisation également de cette profession. Et je pense que les gens qui sont ici ce soir, à mon avis, participent et contribuent à ce mouvement. Donc, je vais laisser se présenter les uns après les autres, dans cet ordre. Et chacun va expliquer, va exprimer en fait comment lui perçoit cette nouvelle pratique. Voilà. Je vais commencer par toi, si tu veux bien te présenter et puis nous dire finalement qu'est-ce qui t'anime. Donc Mathieu Pérez, bonjour. Je ne suis pas sûr, moi, d'avoir le sentiment d'exercer mon métier comme une nouvelle pratique. En fait, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a toujours eu des architectes qui... Alors, ce que je fais, j'ai une entreprise, en fait, et je réalise de l'architecture en toile. Alors, donc, j'exerce plus, effectivement, comme chef d'entreprise. Mais après, j'ai l'impression au quotidien d'utiliser ma formation d'architecte à part entière. Ça, c'est sûr. Je suis pas... Voilà, alors, comme il a été dit tout à l'heure, je pense que c'est très important de se connaître et de s'associer avec des gens qui sont complémentaires. Bon, même moi, si j'exerce tout seul, enfin, je suis seul associé dans l'entreprise. J'ai des collaborateurs, évidemment. Et comment dire, oui, donc je me sens pas du tout un utopiste. Pour moi, ce qui existe, existe. Ce qui n'existe pas, n'existe pas. Et l'architecte, c'est quelqu'un qui fait exister quelque chose qui n'existe pas. Et dans cette approche-là, il y a tout un historique comment dire, D'ailleurs, pendant longtemps, on a cru au progrès, justement, et je dirais que l'ingénieur, c'est un peu celui qui conçoit en faisant progresser la chose. Et la spécificité pour moi de l'architecte, c'est que c'est plus quelqu'un qui est rattaché à l'innovation qu'au progrès. Et autant, quand j'étais enfant, le progrès était quelque chose dont on nous rabattait les oreilles. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est plutôt l'innovation dont on nous rabat les oreilles. Et en ça, la formation d'architecte, je pense que c'est une formation qui est complètement en phase avec l'actualité de notre société. Voilà, je passe le... On reviendra après sur... Ouais. Je ne sais pas si il marche, ouais. Oui, il marche. Ouais, bonsoir, alors Camille Ricard. Moi, je suis architecte au collectif Moonwalk Local. En fait, on est 5 copains de promo à avoir travaillé ensemble à l'école et puis après pour le diplôme. On a continué à travailler chacun dans des agences différentes. En continuant à faire des petits concours d'idées, des concours d'installation. On a travaillé avec des matériaux différents. C'était assez libre parce que c'est des concours d'idées, parce que c'était pas pour en vivre. Et puis finalement, on a décidé de s'associer. Alors pour l'instant, on est 3 sur 5, enfin on est 5 associés, mais 3 sur 5 à 100% à travailler ensemble. Et voilà, on essaye de continuer à ouvrir un peu les pratiques. On travaille notamment avec des matériaux de réemploi, des matériaux détournés. Et on est installé pas loin d'ici, en fait, à 100 mètres, dans une association qui s'appelle La Chiffonnerie, avec des artisans, avec une association qui aide les autoconstructeurs. Voilà, comme ça, pour ouvrir la pratique, même si on est 5 architectes, on essaye d'ouvrir
nos compétences et à celles notamment des artisans et d'autres pratiques. Jean-Baptiste. Oui, bonjour. Donc Jean-Baptiste Couty. Donc je suis architecte et je me suis installé il y a 2 ans, enfin ça fera 2 ans au mois de juillet. Et donc en fait, sur la vision alternative, je sais pas si je peux réellement affirmer voilà, avoir de nouvelles pratiques ou une vision alternative. En tout cas, ce qui caractérise mon travail aujourd'hui, c'est un petit peu mon passé, ou ma formation tout du moins, parce qu'initialement j'étais ébéniste menuisier et du coup j'ai cette affinité avec le travail du bois et la porcelaine aussi, parce que je suis originaire de Limoges. Bon, c'est très cliché, mais voilà, c'est plus sur mon histoire de famille, parce que mon père est céramiste modeleur. Et finalement, ces 2 matériaux et aussi un bagage professionnel qui aujourd'hui fait que dans la dimension des projets que j'aborde et sur lesquels je travaille, quelque part, il y a cette question transversale et cette idée de pas d'avoir d'a priori en fait sur l'échelle sur laquelle on va travailler en tant qu'architecte ou designer, et finalement même peut-être le statut pour moi, de se dire on est architecte, designer, architecte d'intérieur. J'ai une petite phrase souvent que je reprends parce que la question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que tu es architecte d'intérieur ou architecte d'extérieur? Et moi, la petite métaphore sur laquelle je reviens, c'est d'une certaine manière, c'est un petit peu comme si on demandait à un médecin, voilà, est-ce qu'il fait uniquement la rhino ou une autre maladie? Et à mon sens, je pense que voilà, être un bon concepteur, en général, c'est savoir se positionner sur différentes problématiques et sur différentes échelles aussi. Donc voilà, aujourd'hui l'atelier, c'est d'essayer de mettre en place une méthodologie de travail qui s'adapte à différentes problématiques, différentes maîtrises d'ouvrage et différentes échelles de projet. Du produit, vraiment, donc l'objet, en passant par la scénographie jusqu'à la construction. Alors essentiellement, pour ma part, aujourd'hui, plutôt de maîtrise d'ouvrage privé et sur de l'échelle individuelle pour le moment. Voilà. Catherine. Alors moi, je suis architecte aussi. J'ai donc fait des études d'architecture parfaitement classiques, on va dire. Mais à la fin de mes études, j'avais déjà commencé à avoir envie de travailler sur la ville. Ça commençait à se dessiner. À l'époque, je ne savais même pas que les études d'urbaniste existaient. Donc bon, j'ai fait des études d'archi et j'avais envie de faire de l'archi. Et puis, mais en ayant toujours ce lien avec la ville. Et j'ai commencé à travailler donc en libéral pendant 5-6 ans. Et à l'issue de ces 6 ans, j'avais toujours envie de travailler sur la ville. Donc j'ai fait une formation continue pendant 1 an pour justement commencer à travailler à cette échelle-là. Et puis, in fine, j'ai fini par travailler à l'agence d'urbanisme. Donc, pour rebondir sur la notion d'échelle que tu évoquais, Jean-Baptiste, moi, j'ai travaillé à différentes échelles aussi, mais en repartant de la très grande échelle. Donc, en fait, on voit bien que c'est intéressant parce qu'en tant qu'architecte, avec la même formation, finalement, on peut aborder la toute petite échelle et la très grande échelle. Et donc, moi, j'ai eu la chance de travailler notamment sur le projet de développement de Bordeaux Métropole. Donc, en gros, les questions qu'on se pose quand on est architecte urbaniste, c'est un peu les mêmes qu'on se pose quand on va construire un bâtiment. C'est, voilà, je dois accueillir, bon, sur la métropole, c'est 200 000 habitants de plus à l'horizon 2030, mais voilà, c'est comment je vais accueillir les nouveaux habitants, ou comment ils vont circuler, comment ils vont habiter, comment ils vont travailler, et tout en essayant de leur offrir un cadre, on va dire, un cadre agréable. Et ça rejoint aussi ce que disait Béatrice tout à l'heure, et comment cette ville qui va s'étendre va être, enfin,
comment construire une ville vertueuse en matière notamment de consommation d'énergie, d'espace, etc. Comment préserver les équilibres en présence, comment on travaille sur la nature, comment on travaille cet équilibre entre nature et urbanisme, etc. Donc en gros, finalement, on se pose un peu les mêmes questions, mais à une très grande échelle. L'avantage d'être architecte par rapport à cette démarche-là, c'est qu'on peut aussi travailler à des échelles moindres. C'est-à-dire, moi j'ai eu la chance aussi de travailler à l'échelle d'un quartier. Et quand on travaille à l'échelle d'un quartier, c'est en fait comment faire atterrir ce grand projet pour une agglomération sur une échelle de quartier et puis après sur l'échelle finalement de la parcelle. C'est comment toutes ces échelles s'imbriquent pour faire au final une ville harmonieuse. Et donc moi c'est ça qui m'intéressait et ça rejoint ce que tu disais, mais finalement sur un autre plan. Je suis effectivement rassuré. J'ai affaire à des architectes et ils l'affirment. C'est plutôt bien. Mais vous avez un point commun tous les quatre, même si effectivement vous évaluez de façon différente, c'est la matière. Donc tu parlais de progrès, d'innovation, mais c'est peut-être la matière sur laquelle tu travailles qui fait que du coup tu es plutôt sensible à cette dimension. Mathieu ? Oui, c'est certain, la matière pour moi c'est enfin, la confrontation réelle pour moi. Je crois que c'est ça la clé, et c'est ça qu'on oublie un petit peu aujourd'hui. Enfin, il y a beaucoup de difficultés dans l'exercice du métier d'architecte, quel qu'il soit, parce que effectivement, on parle de quelque chose qui n'existe pas encore, et on est jugé sur la partition, en fait, avec des gens qui confondent rêve et réalité aussi, bien souvent. Enfin, de toute façon, par essence, c'est une relation qui est très complexe, celle de la relation qu'on entretient avec ce qu'on imagine, quoi. Et donc, effectivement, moi, je suis c'est sûr, je suis un peu né là-dedans. Ça a commencé, mon père, c'est en 73, donc j'étais un tout petit garçon. Mon père a dit on va construire un bateau dans le jardin. Et donc c'est comme ça que j'ai fini par faire ce métier de fabriquer de l'architecture textile, en fait, parce que j'ai passé le bateau. Alors, presque tout le monde construisait un bateau dans son jardin à cette époque-là, hein. Ça n'avait rien d'extraordinaire. Mais donc on a passé 15 ans à construire ce bateau. Donc j'ai grandi en même temps que le bateau, en fait. Et après ça, je suis rentré à l'école d'archi. Et je me suis marié. J'avais pas d'argent, évidemment, comme tous les jeunes architectes qui se respectent. Et donc, j'ai été à Saint-Michel acheter du tissu et j'ai fabriqué un chapiteau. Et donc, le premier, dans mon appartement à Bordeaux. Et après, c'était Arc en Rêve qui a envoyé à tous les architectes de la région qu'est-ce que vous avez fabriqué pendant les 3 dernières années. Et donc j'avais envoyé des photos de ce chapiteau, puisque c'était la seule chose que j'avais fabriquée. Et donc il avait été sélectionné par le jury international qui avait décrété qu'il y avait des projets exposables et d'autres qui ne l'étaient pas. Et donc, je me retrouvais avec les plus grosses agences de la région, avec mon petit chapiteau malgré tout. Et donc, ça m'avait désigné vis-à-vis de la profession comme un mec susceptible de concevoir des trucs en toile. Et juste après, paf, il y a eu la tempête de 99. Par hasard, je travaillais dans une agence de paysage qui avait une mission auprès des campings de Poitou-Charentes. Et donc, Laurent Vandenberg revient de la Réunion et me dit « Mathieu, il faut que tu leur dessines un parasol. Ils n'ont plus d'arbres, ils ont dépensé des fortunes pour remettre les terrains de camping en état. Dessine-leur un parasol. » Et alors, j'ai dessiné un parasol. Après, comme j'avais fait un peu de design industriel, qu'on m'avait acheté mes dessins 100 balles et que l'industriel vendait beaucoup de produits, je me suis dit, bon, c'est pas très compliqué à fabriquer un parasol. Mathieu, tu vas fabriquer les parasols. Donc, j'avais loué un hangar, appelé mes cousines pour visser les taquets, couper les drisses et les trucs. Donc, on a fabriqué les parasols. Enfin, entre-temps, le mec des campings avait embauché deux, trois personnes pour faire du phoning toute la journée auprès des campings. Donc moi, je recevais sur mon fax à l'époque des commandes de parasols dans mon agence
qui s'empilaient comme ça. C'était effrayant et réjouissant à la fois. Et puis donc après, on a fabriqué tous ces parasols. J'ai gagné beaucoup plus d'argent en vendant ces parasols qu'en exerçant mon petit métier d'architecte. Et donc, j'étais voir le mec des impôts. Il m'a dit, bon, comme architecte, vous êtes nul. Comme marchand de parasols, vous êtes hyper bon. Il faut faire une entreprise. Parce que, bon, évidemment, il y avait une histoire de BNC, de bénéfices non commerciaux, de bénéfices commerciaux. Donc, pour pouvoir déclarer l'argent gagné, il fallait une entreprise susceptible de faire des bénéfices commerciaux. Donc, me voilà donc à la tête d'une entreprise qui conçoit, qui fabrique des trucs en toile. Et le sujet me plaisait énormément. Donc, j'ai été voir des gens susceptibles d'acheter des trucs en toile, à savoir les restaurateurs, les trucs. Et donc, le premier qui m'a fait confiance, c'est Laurent Tournier, de Pinas Café au Cap Ferré. Et c'est devenu un ami. Et puis, voilà, donc j'ai développé un produit pour lui qui marche toujours. Enfin, voilà. Puis après, voilà. C'est l'histoire de... Et le tout sans permis de construire, j'imagine. Bah, c'est le gros avantage des trucs en toile, c'est qu'il faut un permis de construire, mais tout le monde vous appelle pour construire en zone inconstructible, enfin, y compris les mairies, hein, surtout les mairies d'ailleurs, parce que sous prétexte que c'est démontable, comme ils reçoivent du public dans les dunes et dans des endroits où on ne pourrait pas construire, où on ne pourrait pas poser de permis, ils me disent de faire un truc en toile qu'on démonte à la fin de l'été et qu'on remonte. Voilà. Alors, Cécile, Camille, pardon, dans la, on va dire, récupération, etc., au niveau on parlait donc du permis de construire, on parlait du rêve, parce qu'effectivement, là, on a un peu les yeux dans les nuages, mais toi, tu te coltines une question peut-être plus sociale, plus... Oui, alors on essaye toujours d'y mettre aussi du rêve dans les projets. Voilà, j'espère qu'on continuera aussi comme ça. Le réemploi, ça fait partie d'une des manières d'aborder la matière. C'est vrai que là, on a parlé de papa qui travaille la matière. Nous, dans l'équipe, on a un papa charpentier, un papa menuisier. Donc peut-être que aussi, ça nous a donné envie de connaître un peu plus la matière. On a eu l'impression qu'à l'école, on ne l'abordait pas assez. Et donc, on a voulu un peu se rapprocher des artisans, connaître un peu mieux leur façon de faire et peut-être mixer des matériaux, des façons de faire. Et puis voilà, on s'est dit, il y a cette question du réemploi, le fait d'aujourd'hui de jeter beaucoup. Enfin, maintenant, ça y est, enfin, on parle beaucoup de réemploi, c'est pas nouveau et heureusement, on y revient. Mais c'est le processus de réemployer des matériaux qui est assez complexe dans la façon de la question du stockage notamment. Et du coup, réfléchir, quand on fait un petit projet ou un plus gros projet, est-ce que si on démonte une partie, est-ce qu'on ne peut pas s'en resservir tout de suite ? Comment ? Parce que voilà, nous, on n'est pas non plus en capacité, on peut s'associer. Là, il y a des bureaux d'études, des entreprises qui se créent, notamment à Paris, sur le réemploi avec des plateformes comme ça. Et puis, je crois qu'Arc en Rêve en a parlé aussi dans son exposition. Là, on a réussi à faire un tout petit projet qui est une espèce de cabane de jardin où on a démoli un petit cabanon avec... Il n'y avait pas grand-chose à garder du cabanon, surtout pas le toit en amiante, mais il y avait quelques volets persiennes. Et finalement, les clientes voulaient à la fois un bâtiment contemporain, mais qui avait aussi... qu'on avait l'impression qu'il ait toujours été là. Donc on s'est dit, on va récupérer ces volets persiennes. Et puis, les clientes se sont pris au jeu. On a dit qu'on allait faire une façade entière en volets persiennes. Donc, elles sont allées chez Emmaüs, elles sont allées à Saint-Michel, elles sont allées voir dans des brocantes différentes. On a récupéré plein de volets persiennes. On a eu surtout un charpentier qui était très motivé pour adapter et rénover les volets persiennes, parce que c'est pas évident. Et puis, du coup, on a créé ce petit premier projet en matériaux de réemploi, qui a toute l'histoire de la recherche de matériaux de la part de la maîtrise d'ouvrage, de cette collecte, en même temps de cette histoire de ce que les matériaux ont vécu, et en même temps on réemploie plutôt que de les mettre à la poubelle. Voilà, donc ça c'est intéressant. Aujourd'hui c'est plus facile de le faire quand on ne touche pas le clos et le couvert en termes de responsabilité. Mais voilà, je pense que c'est des pistes réelles à creuser. On l'a toujours fait, ne serait-ce qu'avec la pierre, le bois, beaucoup plus, assez facilement. Et voilà, c'est des choses qu'on peut
réfléchir sur tous les projets à toutes les échelles, ne serait-ce que la terre, quand on terrasse pour faire une maison, qu'est-ce qu'on fait de la terre? Est-ce qu'on l'évacue vraiment ou est-ce qu'on la réutilise sur site? C'est un peu toutes ces réflexions qu'on essaye d'intégrer dans nos projets. Et on parlait tout à l'heure d'autorisation, de la façon dont le projet s'inscrit aussi sous sa forme administrative. Quand ça doit se télescoper, ça, avec les normes actuelles, avec la question des garanties, parce que là, aujourd'hui, on développe finalement un nouveau champ, mais comment il Alors, soit c'est un tout petit projet, comme la cabane, en l'occurrence, c'est 10 mètres carrés, donc c'est dans Bordeaux-Centre, mais c'est dans un jardin. Donc là, clairement, les instructeurs n'avaient pas s'en ficher, voilà. Soit c'est une maîtrise d'ouvrage qui est très très motivée. Là, on travaille sur un projet où là il y a une vraie volonté de faire du réemploi. Donc là, c'est la puissance publique qui a envie de ça. Voilà. Donc où on est chez des particuliers qui font de l'autoconstruction, qu'on guide et qui vont réemployer des matériaux. Mais c'est vrai que sur un projet, ça c'est clairement pas. On peut pas le faire dans tous les projets pour l'instant. Mais voilà, il faut essayer d'en faire un petit peu. Et puis même si c'est à un moment donné, on a récupéré 2 poutres de l'ancienne charpente, c'est déjà ça. Et voilà. Bon, Jean-Baptiste, lui, il est tombé dedans quand il était petit dans la matière. Donc, oui, en tout cas pour la porcelaine, oui. Je disais c'est cliché parce que voilà, je suis originaire de Limoges, mais effectivement, étant donné que mon père est toujours d'ailleurs modeleur et céramiste, parce qu'il aime, je sais pas, je dis ça parce qu'il aime pas le terme de designer. Je pense qu'il a cet attachement à la formation initiale peut-être. Et du coup, sur la porcelaine, finalement, c'est quelque chose qui est survenu très tôt parce que voilà, j'étais simplement souvent les week-ends dans les pattes de mon père à essayer de faire des modelages, des moules et essayer de comprendre un peu comment tout ça fonctionne. Et c'est vrai que c'est un peu, j'en ai pas vraiment eu conscience, mais je pense que ça c'est venu petit à petit et ça a une influence aujourd'hui dans ma perception d'une part des échelles et du travail sur lequel j'avance. Mais du coup, voilà, la porcelaine, c'est une partie. Il y a le bois, du coup, de par ma formation. Et c'est vrai que sur la question de la matière porcelaine, c'est plus, j'ai pas de formation à proprement dit. C'est une formation, voilà, qui s'est faite par le lien et par la transmission familiale. Et du coup, c'est vrai que ça m'amène à travailler sur cette question de l'objet et de l'inclure vraiment dans les projets que je vais pouvoir faire aujourd'hui. Et ça m'a amené notamment surtout à des collaborations. Ces 2 troncs, le bois et la porcelaine. Alors le bois plus sur l'aspect technique et la question, alors j'aime pas trop ce terme, mais de la maîtrise au sens où voilà, j'ai été formé et j'ai travaillé en tant qu'ébéniste et menuisier. Et donc ces 2 matériaux, quelque part, ils m'ont permis aussi de forcer un peu les opportunités et les rencontres sur cette question des matières et de pouvoir créer des projets autour de ces deux matières-là, quoi. Alors tu parles de projet, on parle effectivement de maîtrise de la matière, mais tu as quand même une formation d'architecte, tu la revendiques. Donc, par rapport à cette maîtrise d'œuvre, justement, qu'est-ce qu'elle t'apporte justement dans ce traitement de la matière? J'ai un exemple donc sur une des collaborations avec un de mes anciens professeurs, Andrea Viglino, Tartar Lab, il y en a peut-être qui connaissent parmi vous. Du coup, on a travaillé ensemble pour le caviste des Capucins à Bordeaux. Et du coup, on est sur de la petite échelle, parce qu'on est sur une échelle de 20 mètres carrés, si je ne me trompe pas, de standing commercial et d'espace de dégustation autour des liquoreux et du vin. Et du coup, voilà, on s'est rencontrés sur ces 2 matières. Alors d'une part pour le bois et dans la façon de concevoir et justement sur la question de la maîtrise d'œuvre, la volonté ensemble et de cette collaboration-là, c'était d'une part de concevoir, de dessiner et d'aller vraiment jusqu'à la fabrication, conception, fabrication du mobilier
et d'une série de luminaires en porcelaine, donc en cohérence sur cet espace-là. Et du coup, voilà, c'est d'une certaine façon, cette proximité à la matière, ça donne envie aussi de se donner les moyens de se dire, finalement, on est concepteur, on est dessinateur, mais on peut aller aussi plus loin. Et je pense que dans la période actuelle, on voit beaucoup d'initiatives qui vont dans ce sens, où on se dit, l'architecte, finalement, c'est peut-être pas uniquement celui qui coordonne, celui qui va faire la conception, le dessin, mais c'est peut-être aussi un des acteurs vraiment de la fabrication. Voilà. Merci. Bon, Catherine, ton papa n'était pas charpentier? Non. Il était chaudronnier industriel. Ah, c'est pas mal aussi. Hein. Le mien aussi, d'ailleurs. Ah bon? On en parlera après. Toi, au niveau de la matière, elle est peut-être un petit peu plus, on va dire, comme tu dis, plus vaste, et en même temps, tu as parlé de l'humain. C'est-à-dire que peut-être que cette matière-là, elle est aussi importante aussi dans ta pratique. La matière, elle existe dans notre pratique, puisqu'en fait, on part de quelque chose qui est constitué. Une ville, alors quand je parle de ville, ça peut être aussi, à une échelle plus petite, un bourg ou une ville moyenne. Enfin, l'urbain, ça peut se décliner de multiples façons. On essaie de porter attention au déjà là. Donc ça, c'est aussi important. Et ça rejoint la question de la matière. Le déjà là, c'est à la fois la ville constituée, mais c'est aussi tout le socle naturel, ce qu'on appelle, nous, dans un terme barbare, qui est la trame verte et bleue. Mais aujourd'hui, de plus en plus, on constitue les projets, non pas en commençant par le construit, mais en essayant de travailler sur cette trame verte et bleue qui est à l'origine de la ville, souvent, et enfin tout le temps, et qui doit être préservée autant que faire se peut. Aujourd'hui, on sait très bien que l'équilibre ville-nature, par exemple, est essentiel par rapport à la vie des gens, mais pas que. Ça concerne, enfin, ça va toucher aux problèmes de l'eau, ça va toucher à des tas de problèmes environnementaux qui sont aujourd'hui essentiels. Et aujourd'hui, on a un peu renversé le regard, on essaie de construire le projet de développement à partir de ces éléments-là. Et c'est ça qui va un peu guider le projet de développement. On a beaucoup travaillé sur les continuités vertes, par exemple, les continuités bleues, qui sont essentielles à la vie aujourd'hui. Et du coup, c'est aussi, et à la ville constituée, c'est-à-dire aux caractéristiques de la ville constituée, notamment ces caractéristiques identitaires, qui vont faire qu'on se sent bien dans une ville ou on ne se sent pas bien. Et quand on constitue un nouveau quartier, en fait, c'est une matière comme une autre. Et après, effectivement, la deuxième dimension, je dirais, c'est la prise en compte de l'humain. Et là, au même titre que lorsqu'on fait un bâtiment, bien évidemment, la question de l'usager, elle est au cœur de nos préoccupations. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'en travaillant sur l'urbanisme ou l'urbain, on peut effectivement avoir cette démarche un peu itérative entre la grande échelle et la petite échelle, et en essayant d'avoir toujours en tête l'usager. C'est-à-dire comment l'usager, finalement, comme je disais tout à l'heure, va vivre dans cette ville, y compris au sein de sa parcelle, quoi. Et donc, c'est très important d'avoir ce regard. Et l'architecte, voilà, je voulais rebondir là-dessus, l'architecte a une vision qui lui permet de travailler à ces différentes échelles, jusqu'à la toute petite échelle, qui est l'échelle de la parcelle et l'échelle du bâti, finalement. Et donc, c'est ça qui est intéressant, de faire ce travail itératif entre comment je projette la ville sur des dimensions qui sont assez énormes, et ensuite comment tout ce projet peut atterrir sur la forme urbaine, finalement, et la façon dont on va construire à l'échelle d'un quartier ou d'une parcelle. Et donc ça, c'est important. Et moi, je m'intéresse, donc, j'ai un peu réorienté mes projets aujourd'hui, et donc je m'intéresse aussi à la façon, aujourd'hui, dont les usagers perçoivent cette qualité de vie. Et ça, je trouve que c'est aussi une dimension importante qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est une fois qu'on a construit, une fois qu'on a bâti, c'est comment les usagers, les habitants se saisissent, s'approprient ce bâti, cette ville, et finalement, quels enseignements ils peuvent nous apporter sur leur manière de percevoir notamment les nouveaux modes de vie. Et nous, ça peut nous amener aussi à réfléchir à la manière dont on conçoit à la fois la ville et l'architecture, finalement. Donc je pense que cette dimension, elle est très importante, et que les architectes devraient tous se poser cette question-là, c'est-à-dire comment finalement ce que je construis est vécu, comment c'est ressenti, et comment je fais évoluer ma pratique, finalement. Oui, c'est une question essentielle, effectivement. Elle s'inscrit totalement dans cette évolution. Et moi, je crois qu'il y a une dimension aussi qui,
en tous les cas, qui me porte à cœur, c'est effectivement ce rapport à l'autre et la façon dont on fait passer les messages. Et tous les quatre, vous avez effectivement un rapport dans ce que j'appelle effectivement cette sociabilisation du métier, démocratisation du métier, c'est-à-dire comment on va vers l'autre. Et là, donc, tu nous expliques effectivement comment tu fais. Moi, j'aimerais bien aussi peut-être que tu reviennes un peu sur ce point quel message, en fait, comment j'envoie un message ou comment ma pratique, en fait, permet d'adresser un message aux gens pour qui je travaille, pour qu'effectivement cette dimension soit totalement remplie, en fait. Alors en fait, il y a comment j'envoie le message. Donc ça rejoint la question de la médiation, ça rejoint la question de la pédagogie auprès du public, etc. C'est très important. Mais c'est aussi comment je reçois le message finalement des habitants et des usagers. Et c'est au moins aussi important. Très longtemps, on a eu uniquement un message qui était descendant. Et aujourd'hui, de plus en plus, on met l'usager au cœur du projet, on l'intègre dans la démarche de projet. Et on a commencé à développer à l'agence de nouvelles démarches sous forme d'ateliers. Alors ça, c'est relativement classique, mais aussi ce qu'on appelle des balades sensibles. Et en fait, c'est comment l'usager va appréhender un milieu, un site, un bâtiment par ses sens. Et au-delà, souvent, on reste bloqué quand on parle avec certains habitants de certaines formes, etc., sur le j'aime pas. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'objectiver ce j'aime pas. C'est-à-dire pourquoi finalement l'usager, il aime ou il n'aime pas l'endroit où il est, comment il le ressent, comment il le vit. Et en fait, c'est super intéressant de voir que parfois, ce qu'on pense être bien pour l'habitant, il ne le reçoivent pas du tout comme ça. Et ça, c'est quand même aussi une des dimensions qu'il ne faut pas oublier. Et donc, notamment au travers de ces approches un peu sensibles de l'architecture, des sites, des paysages, etc., on arrive à leur faire raconter un peu pourquoi ils apprécient ou pas ce lieu. Et du coup, ça nous amène énormément aussi d'enseignement sur la façon dont on doit continuer notre pratique. Et ce qui est intéressant, c'est par exemple de voir qu'il y a des convergences sur les ressentis, par exemple, entre ce que nous, on peut ressentir et ce que l'habitant va ressentir. Donc là, quand il y a convergence, je dirais c'est relativement confortable parce qu'on se dit, effectivement, bon, c'est soit dans le positif, soit dans le négatif, mais c'est voilà. Et après, on peut avoir des avis très divergents sur certaines choses. Et c'est là qu'il faut se poser les questions. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, ce qu'on construit, ça répond bien aux attentes de ces habitants, de ces usagers? J'imagine que vous avez les mêmes questions sur des objets ou sur des bâtiments. Ben ça, on va leur poser la question. Jean-Baptiste, en fait, lui, il s'inscrit dans la médiation aussi par... tu es également professeur Oui, alors c'est tout récent parce que je fais de l'enseignement en design, du coup, depuis octobre dernier, donc c'est assez récent pour moi. Donc ouais, il y a cette question pédagogique et puis je pense que tout simplement aussi... Il y a la façon dont on nous perçoit et dont on perçoit le métier d'architecte. Alors, bon, ça peut peut-être déplaire à certains, mais pour mon exemple, tout simplement, c'est vrai que quand je suis arrivé en école d'archi, j'avais un bagage professionnel, enfin une vision voilà, sur le design et sur cette question de la menuiserie, de l'ébénisterie. Et quelque part, le ressenti vraiment dans les premières années quand on arrive, c'est faut rentrer dans la case, faut rentrer dans le moule. Et moi, en tout cas pour ma part, j'ai un peu subi ces premières années et souffert un petit peu au départ sur l'idée qu'il y a un paradoxe, c'est qu'une école d'archi, elle est censée et promeut un petit peu l'idée de former des personnalités, des singularités aussi. Et quelque part, la façon d'aborder le projet et ses différentes échelles en se positionnant en tant qu'architecte, en tant que designer ou scénographe, je sais pas, peu importe le titre, c'est finalement on est dans une proximité aussi avec la maîtrise d'ouvrage dans l'adaptabilité. Et moi, l'exemple un petit peu par exemple des Capucins, c'est vrai que la maîtrise d'ouvrage, quand on leur dit on va dessiner et on va faire la fabrication, dans un premier temps ils sont là, oula, mais il est architecte ou il est menuisier, il est quoi? Donc finalement il y a cette perception un petit peu on a du mal à se faire une idée sur vraiment le fond de la conception.
Et je pense que quelque part, ça désacralise un peu notre statut. Voilà, on est architecte et on n'est pas forcément accessible. Et du coup, voilà, peut-être démocratiser de cette façon-là, quoi, je pense. Camille, par rapport à ce que vient de dire Jean-Baptiste sur l'idée de cette sociabilisation là, de l'approche d'architecte, tu dois être frustré, toi, de ne pas faire de conception On fait de la conception, bien sûr. Non, on fait de la conception. Et alors nous, on ne transmet pas encore dans une école ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est plus dans le processus et d'essayer, à chaque fois qu'on fait un projet, d'essayer de raconter une histoire à partir des matériaux qu'on travaille, mais aussi des gens, et s'inscrire dans le déjà là, et raconter une nouvelle couche, une nouvelle histoire, continuer l'histoire, et puis et partir, pourquoi pas, sur des fictions que racontent nos projets. Voilà, essayer de raconter comme ça un projet. On a eu la chance de pouvoir construire une maison paille. On a fait un chantier, on a aidé un petit peu, on a fait les murs en terre, etc., à la pose avec les gens qui vont habiter cette maison. Donc ils ont... Bon voilà, c'est un peu compliqué juridiquement, mais c'est possible. Et une fois qu'on s'est dépatouillé de tout ça, c'est vrai que les gens qui accompagnent le projet, leur propre projet, ils racontent l'histoire, voilà, ils s'approprient aussi le lieu. Ils ont fait partie de la construction, de la conception et de la construction du lieu. Et voilà, que ce soit par ce moyen-là ou tout simplement en tirant des petits fils de leurs envies, de ce qu'ils nous racontent et du déjà là, essayer de continuer l'histoire avec une nouvelle page, une nouvelle fiction, et comme ça de les embarquer. Et c'est pour ça que les installations ou les concours d'installation, c'est assez chouette parce que ça permet de s'affranchir un petit peu des normes et tout ça qui peuvent nous embêter. On a par exemple fait un sol en savon, en pavé de savon de Marseille, et voilà, il y avait tous les gens qui venaient, qui marchaient. C'était pas l'image de l'architecture, c'était plutôt l'odeur d'abord et puis le toucher ensuite. Et c'est vraiment essayer de... Là, c'est le projet qui nous tient aussi à cœur. On a commencé avec ce projet-là, mais c'est chouette parce qu'on a tout le monde, les grands-parents, les enfants qui se mettent pieds nus et qui touchent et qui sentent, et qui a ce côté tactile, sensoriel, et qui raconte cette nouvelle histoire dans ce lieu, qui passe des pavés historiques à des pavés de savon. Alors évidemment, on est sur une installation qui dure quelques jours, qui est éphémère, mais comme ça, qui transmet, qui raconte une autre histoire. Et je pense qu'en tant qu'architecte, avec cette vision transversale et de pouvoir relier différents savoir-faire, de l'ingénierie aux pratiques ancestrales, ça c'est quand même un atout qu'on a et qu'on peut partager et de manière ludique et finalement du coup pédagogique. Ouais. Tu penses que tu feras plus adhérer à la cause de l'architecture, le fait qu'effectivement tu mets en scène, on va dire, cette construction de l'espace, du lieu, donc tu fais toucher du doigt effectivement une forme de réalité aujourd'hui de cette manière-là. C'est un bon moyen de médiation, c'est un bon moyen d'approcher un public qui ne serait pas forcément réceptif à toute cette question. J'espère, j'y crois en tout cas, oui, voilà. Mais il y a beaucoup à faire, et puis c'est pas évident sur tous les projets, parce que... Oui, parce que tu disais tout à l'heure que tes projets ou l'ambition des projets est très souvent liée à celle de ton maître d'ouvrage. Oui. Et c'est aussi pour ça que c'est agréable aussi quand on vient nous chercher, parce qu'on a eu vent de cette pratique. C'est plus facile, évidemment, parce que du coup on a des gens qui sont sensibles, et donc on peut développer des projets comme ça. Voilà. Bon, pour Mathieu, c'est des coups humains parce que lui, c'est de l'architecture un petit peu de rêve, un petit peu balnéaire, on va dire. Voilà, donc c'est peut-être plus facile pour toi aussi de faire passer des messages sur justement cette structuration de l'espace, de la façon dont on va nourrir. Hein, on parlait de la construction de la ville, l'évolution, etc. Tu penses que l'architecture textile, par rapport justement à ce qu'elle peut permettre, est un moyen également de porter un éclairage sur cette structuration dont parlait Catherine tout à l'heure? Alors, c'est assez marrant parce qu'il n'y a pas d'a priori, il n'y a pas de représentation a priori de l'architecture textile chez le client en général. On a une page blanche et pour finir une très grande confiance.
Et pourtant, il ne s'intéresse pas du tout à moi, à ce que j'ai déjà fait, etc. Le seul truc qui l'intéresse, c'est sa problématique. Et c'est la seule chose dont je lui parle, d'ailleurs. Et c'est en ça, enfin, je trouve que c'est un petit peu ce qui fait que c'est un métier d'architecte, c'est qu'on a un contexte unique, un client unique, une problématique unique, et on va apporter la réponse qui nous semble juste pour ce contexte-là. Et ça, je dirais que c'est vraiment la spécificité de la formation d'architecte. Et c'est ce qu'on, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai appris à l'école, qu'il n'y avait pas de, il n'y a pas de recette pour faire de l'architecture. On n'est pas dans quelque chose qu'on améliore, non. On essaye de comprendre une complexité et on lui apporte la réponse qui nous semble la plus intelligente. Voilà. Ça, c'est ce que j'essaye de faire dans mon job. C'est déjà pas mal. Est-ce que parmi l'auditoire, il y a des nouvelles vocations qui seraient générées par ce qui nous a été présenté, ou des remarques sur le... Alors, pour finir de vous convaincre, en fait, il y a un truc quand même, c'est beaucoup plus facile de vendre des choses que de vendre des idées. Parce que si vous avez une bonne idée, ayant bien analysé la situation, bien compris ce que voulait le client, vous lui pondez une bonne idée, il va être persuadé que c'est son idée et il ne comprendra pas bien pourquoi il faut vous payer pour cette bonne idée, en fait. Et si vous analysez mal la situation et que ce n'est pas la bonne idée pour votre client, il ne va pas comprendre pourquoi il faut vous payer pour une idée dont il ne veut pas. Voilà. Et alors que les choses, pour finir, ils sont prêts à mettre des fortunes dans des objets. Enfin, moi, c'est dès que j'ai commencé en tant qu'architecte au début, j'étais surpris. Je sais pas, je demandais 2 000 €, 3 000 €. Hein. Le mec se faisait construire sa maison. Je m'emmerdais pendant 6 mois. Hein. Puis à la fin, hop, dans la salle de bain, un truc en marbre, 50 000 €. Oh ben. Voilà. Je me suis dit, c'est trop injuste, hein, tout le mal qu'on se donne et le décalage qu'il peut y avoir entre la valeur des choses et, donc le conseil et la de valeur Mathieu, des idées. Construisez des parasols, hein, et sans permis. Hein, on pose des permis aussi, hein, on en pose aussi, mais c'est assez rigolo que souvent, effectivement, un sujet récurrent, c'est effectivement des commandes publiques dans des endroits inconstructibles, et la toile n'est que le prétexte à faire quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire. C'est peut-être un bon sujet qu'il faudrait, un bon filon à exploiter, ça, dans les discussions avec les services. Est-ce que vous avez des remarques, des commentaires à faire sur ce qui nous a été présenté? Sophie, on est bon dans le timing? Oui, c'est une bonne remarque que tu fais justement sur le fait que la formation qui nous a été effectivement donnée, et on le voit ici en fonction de cette diversité, elle peut s'exprimer de différentes façons, et qu'en ça, effectivement, c'est quelque chose qui ne peut pas se tarir. Mais c'est vrai, je te rejoins sur le fait que
moi, j'admire la façon dont vous êtes intervenu, la façon dont vous avez présenté votre passion. Voilà, je trouve que c'est riche, en fait, de pouvoir effectivement exprimer ce métier de cette manière. Merci en tous les cas pour eux.